Je suis le délégué à la protection des données de l'INSERM. Moi, je suis juriste de formation et le rôle d'un DPO, c'est de piloter la politique institutionnelle en matière de protection des données et de veiller à ce qu'il y ait le développement d'une culture informatique et liberté au sein de l'organisme de rattachement. Et puis, c'est aussi de servir de relais de l'organisme pour la CNIL dans l'organisme et inversement. Voilà, c'est le relais de l'INSERM à la CNIL et inversement. Donc, vous m'avez demandé de vous parler donc de l'accès des chercheurs aux données du SNDS. Je ne vais pas détailler ce que l'on trouve dans le SNDS, je pense que vous le savez tous, mais je voudrais quand même rappeler qu'au-delà du SNDS historique, on a, à l'occasion de la loi du 24 juillet 2019, étendu le périmètre de ce SNDS à des données cliniques recueillies lors d'actes remboursés par l'assurance maladie et aussi aux données d'enquête appariées avec certaines composantes du SNDS. Je rappelle aussi que les données du SNDS, ce sont des données pseudonymisées, que la clé d'accès au SNDS, c'est le numéro de sécurité sociale, le NIR, que l'on transcode, auquel on applique un algorithme de hachage qui s'appelle FOIN, fonction d'occultation des informations nominatives. Et je rappelle enfin que les données du SNDS, on peut les utiliser, je dirais, soit en faisant en ayant un accès aux données seul, à une extraction des données du SNDS, soit en appariant ces données avec d'autres bases de données telles que des registres ou des cohortes. Évidemment, le SNDS élargi aura aussi un rôle essentiel de ce point de vue-là, de permettre des appariements entre des bases qui permettront de développer en effet les connaissances et notamment à des fins de recherche en santé. Alors attendez. Il existe deux types d'accès aux données potentiellement identifiantes. Je mets à part l'accès en open data de données agrégées et qui ne portent pas de risque de réidentification. Je parle des accès à des données potentiellement identifiantes, seraient-elles pseudonymisées. Donc il y a deux types d'accès. Vous en avez parlé tout à l'heure, il y a la possibilité pour un certain nombre de services de l'État, d'établissements publics ou d'organismes tels que l'INSERM, d'avoir un accès permanent pour l'accomplissement de leur mission de service public d'ailleurs, et selon un périmètre strictement défini en termes de contenu et de profondeur historique. Et ces accès permanents sont prévus dans le décret SNDS qui aujourd'hui, le décret en vigueur est le décret du 26 décembre 2016 et qui est actuellement, vous en avez parlé, en cours de réécriture. Il a été examiné par la CNIL en décembre et en effet, si on pouvait avoir une bonne visibilité de la date prévisionnelle de parution de cet arrêté, ce serait important. Je vais y revenir. Et puis, au-delà de cet accès permanent qui suppose que les acteurs n'aient pas à déposer de demande d'autorisation auprès de la CNIL, mais doivent documenter en interne la conformité des traitements de données à caractère personnel qu'ils mettent en place dans le cadre de cet accès permanent, à la réglementation. On passe d'une logique de formalité, une logique de conformité qui d'ailleurs est tout à fait dans la logique du règlement général relatif à la protection des données. Et puis, au-delà de cet accès permanent, il y a les accès ponctuels au SNDS qui sont spécifiques à un projet de recherche, une étude ou une évaluation et qui répondent à un intérêt public. Et ceux-là, ils sont soumis à l'accomplissement de formalités préalables vis-à-vis de la CNIL. Soit, et on va y revenir, une déclaration de conformité à une méthodologie de référence, et en cas de non-conformité, le dépôt d'une demande d'autorisation au titre de ce chapitre recherche en santé de la loi informatique et liberté.
Alors, l'INSERM bénéficie aujourd'hui pour ses équipes de recherche d'une autorisation d'accès permanent qui est applicable aux données, en ce qui concerne les professionnels, les établissements de santé, aux données agrégées, semi-agrégées et individualisées pour ces professionnels et ces établissements, et aux données individuelles du SNDS relatives aux bénéficiaires de l'assurance maladie et qui sont contenues dans l'échantillon généraliste des bénéficiaires, l'EGB, qui est un échantillon représentatif au 1/1000 de la population, avec possibilité de croiser les identifiants potentiels lorsque c'est justifié. Bon, on a bien vu, notamment pendant la crise sanitaire, qu'il y avait une vraie nécessité pour l'INSERM d'étendre son autorisation d'accès permanent au SNDS pour l'étendre à toutes les données individuelles, les données individuelles exhaustives, avec toujours cette possibilité de croiser les identifiants potentiels. Évidemment, ces traitements sont extrêmement sensibles, sont des traitements de données de santé et ces accès permanents sont sous la responsabilité du président directeur général de l'INSERM en sa qualité de représentant légal de l'institution, et une organisation dédiée a été mise en place pour accompagner les chercheurs qui relèvent de l'INSERM à pouvoir bénéficier d'autorisation d'accès dans ce cadre. Et donc, il y a toute une procédure. Aujourd'hui, on s'adresse donc il y a une procédure pour permettre à la fois une gestion rigoureuse des accès aux données du SNDS qui sont ouvertes à des chercheurs identifiés, nommément désignés, nommément habilités d'ailleurs, sous la responsabilité du PDG, et pour les seuls besoins de l'enquête, les seules données et la seule durée qui sont nécessaires dans le cadre du traitement qu'ils mettent en place pour leur étude. Et puis donc, il s'agit à la fois d'une gestion rigoureuse de ces habilitations et aussi d'une fonction support d'accompagner ces chercheurs. Et c'est pour ça qu'il y a donc aujourd'hui, les demandes sont faites auprès du CPDC qui accompagne les chercheurs qui souhaitent bénéficier de cet accès permanent. Donc, aujourd'hui, l'INSERM ne bénéficie d'un accès permanent que pour les données individuelles relatives aux bénéficiaires de l'assurance maladie qu'aux données de l'EGB. Ça veut dire qu'en dehors de ce champ, on ne relève pas de cet accès permanent. On ne peut pas utiliser cet accès permanent pour mener des études et on retombe donc dans la procédure d'autorisation que je mentionnais tout à l'heure. Je voudrais juste, ça a été beaucoup dit en particulier par Jean et Valérie, mais les entreprises qui produisent des produits de santé, les assureurs, n'ont pas un accès direct aux données du SNDS. Ils peuvent passer soit par un bureau d'études ou un organisme de recherche indépendant, ça peut être l'INSERM, une unité de l'INSERM, qui vont agir comme sous-traitants, ou alors ils doivent démontrer que les modalités d'accès aux données ne leur permettent pas d'utiliser les données pour des finalités interdites qui ont déjà été rappelées. Je ne vais pas les rappeler. Moi, je voulais juste bien rappeler que, évidemment, lorsque l'on sert de prestataire pour avoir accès aux données et ne donner ensuite aux entreprises productrices de produits de santé ou assurent, ça, je ne sais pas si ça s'est déjà arrivé, des données, évidemment, nous n'utilisons pas notre accès permanent qui est uniquement utilisé pour nos missions de service public. Alors, il y a toujours des grands principes qui encadrent le traitement des données du SNDS. Je les balaye rapidement, beaucoup ont déjà été évoqués. D'abord, il faut une nécessité de finalité d'intérêt public. Et vous avez déjà dit à quel point il y a une doctrine en cours de construction et ça n'est pas toujours évident de savoir si on a des finalités d'intérêt public. À l'INSERM, je dirais qu'on a le plus souvent pas de difficultés compte tenu des missions de l'organisme qui sont prévues par décret pour faire de la recherche en santé. Ensuite, il faut une transparence des traitements auprès de la plateforme des données de santé. Valérie en a beaucoup parlé. Ensuite, il y a le respect de modalités d'information et d'exercice des droits des personnes. Alors là, on distingue selon que il s'agit du traitement de données du SNDS exclusivement et il peut y avoir à ce moment-là une information générale
sur la réutilisation des données qui va être sur le site internet des organismes d'assurance maladie, des mutuelles, etc. Soit vous souhaitez apparier vos données avec les données du SNDS et à ce moment-là, on retombe dans l'obligation d'une information individuelle des personnes concernées selon les modalités prévues par la loi informatique et liberté. Donc il y a des possibilités de déroger, mais moyennant des autorisations. Donc en principe, le principe, c'est une information individuelle des personnes conformes aux dispositions des articles 13 et 14 du RGPD, c'est-à-dire un certain nombre de mentions. Et je vous invite à aller sur l'intranet de l'INSERM où vous allez trouver un guide qui justement liste l'ensemble de ces mentions et vous explique quelles sont les particularités, je dirais, INSERM. Par exemple, le droit à la portabilité des données, qui est un droit de demander pour les participants de voir leurs données dans un format réutilisable pour le donner à un autre opérateur, eh bien, ne s'applique pas au traitement de données à caractère personnel mis en place dans le cadre des recherches de l'INSERM qui ont pour fondement les missions d'intérêt public dont est investi l'INSERM. C'est un exemple, mais c'est important. Voilà. Donc, je vous y renvoie. Ensuite, dernier point, et ça a déjà été abordé, ce sont les modalités d'accès aux données du SNDS et qui doivent obéir à des conditions de sécurité particulières puisqu'elles doivent être conformes au référentiel de sécurité SNDS. Alors de deux choses l'une, où on dispose d'un système FIS, c'est-à-dire de données qui ont d'un réceptacle qui a déjà accueilli des données du SNDS ou qui va les accueillir, et dans ce cas-là, on doit montrer la conformité au référentiel de sécurité SNDS à travers une homologation qui repose sur une analyse et la gestion des risques. Donc il en existe quelques-uns au niveau de l'INSERM et le DSI travaille aujourd'hui, vous le savez, dans le cadre de France Cohort, à des conditions d'hébergement et de mise à disposition de données qui seront bien sûr conformes à ce référentiel de sécurité SNDS. Ou bien on recourt à des solutions qui sont d'ores et déjà homologuées, qui sont connues, qui ont été autorisées par la CNIL, en tout cas dont la CNIL a déjà s'est assuré des conditions d'homologation. On pense au CASD, le Centre d'accès sécurisé distant, ou alors le portail de la CNAM, beaucoup d'études qui sont des extractions simples du SNDS menées par des chercheurs INSERM, se font directement sur le portail de la CNAM. Donc voilà des conditions très particulières qu'il faut bien avoir en tête lorsque l'on traite des données du SNDS dans le cadre d'un programme, d'un projet de recherche. Alors les formalités. On en a déjà parlé, je vais essayer d'ouvrir un tout petit peu les formalités. En fait, elles dépendent complètement de la qualification réglementaire de la recherche. C'est la première question probablement que vous devez vous poser. Quelle est la qualification réglementaire de ma recherche? Soit c'est une recherche qui implique la personne humaine. Alors, il y a des définitions dans les textes, d'abord des définitions qui tiennent à une finalité particulière. Ce sont des recherches qui sont organisées et pratiquées sur des personnes volontaires saines ou malades en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales et qui visent à évaluer les mécanismes de fonctionnement de l'organisme humain, normal ou pathologique, ou l'efficacité ou la sécurité de la réalisation d'actes ou de l'utilisation ou de l'administration de produits dans un but de diagnostic, de traitement ou de prévention d'états pathologiques. C'est un peu compliqué, tout le monde en est conscient, mais sachez qu'actuellement, le C2EI de l'INSERM, qui est dirigé par Christine Dosquet, travaille à l'élaboration d'un guide en lien bien sûr avec le DAGE, le DPO et le PRC notamment, pour vous aider dans ces qualifications. Après, et puis je rappelle également que dans les recherches qui impliquent la personne humaine, il y a 3 catégories en fonction du risque pour les personnes. Et la particularité de la 3e catégorie, c'est qu'elle touche les études observationnelles qui autrefois relevaient de la compétence du CC-TIRC de la CNIL et ne nécessitaient pas l'avis d'un CPP. Donc quand vous collectez des données auprès de participants, par exemple à une cohorte, eh bien vous avez un acte positif envers la personne. Si l'objectif sont des développements des connaissances biologiques ou médicales, eh bien
bien vous rentrez dans la recherche impliquant la personne humaine. Et donc pour ces 3 catégories de recherche, il faut l'avis d'un comité de protection des personnes, préalablement à l'autorisation de la CNIL. Pour les recherches qui n'impliquent pas la personne humaine, qu'est-ce que c'est? Ça va être la collecte de données auprès de la personne, mais pour les besoins d'une recherche qui ne répond pas à la définition des RIPH, notamment la finalité. On va faire une recherche en sciences humaines et sociales. On va travailler, par exemple, sur une cohorte d'enfants qui ont été, pardonnez-moi de l'exemple, mais celui-là me vient en tête, qui disent avoir été abusés dans l'enfance et comment ils ont été pris en charge dans la gestion de leurs plaintes, par exemple, auprès d'une administration quelconque. Bon, on n'est pas... ce sera à discuter, hein, c'est au cas par cas la qualification réglementaire, mais a priori, le but n'est pas directement l'amélioration des connaissances biologiques ou médicales, mais plutôt la compréhension des circuits de plainte et comment on peut améliorer tout ça. Donc, la science humaine et sociale, parfois, il y a des lignes, il y a des frontières difficiles à tracer, mais bon. Ou alors, ça peut être la réutilisation secondaire de données qui sont déjà existantes, déjà acquises. Soit vous voulez utiliser, par exemple, faire une extraction et travailler sur une extraction des données du SNDS, seulement, vous ne les appariez avec rien de particulier, donc on est là hors RIPH. Soit vous souhaitez, par exemple, vous avez une cohorte et d'autres organismes, l'INSERM ou en interne, ou d'autres organismes souhaitent utiliser un lot de données de vos cohortes pour faire une recherche qui sera sous la responsabilité de ce nouveau responsable de traitement, voilà, et qui notamment peut comporter des données du SNDS. Et bien là, c'est une recherche qui n'implique pas la personne humaine. Donc, la deuxième question à se poser, quand on a bien qualifié sa recherche, c'est est-ce qu'une méthodologie de référence est applicable à cette recherche? C'est la deuxième question, et j'essaye de mon mieux, mais je suis en train de construire un outil, de vous alerter et de faire naître chez vous des réflexes sur le fait que certaines études ne peuvent pas relever de méthodologie de référence. Je vais parler très généralement, puis je vais après vous parler des données du SNDS. Très généralement, quand vous voulez déroger à l'obligation d'information des participants ou d'un des titulaires de l'autorité parentale qui représente les mineurs, vous n'entrez pas dans une méthodologie de référence. Quand, en ce moment on parle beaucoup de Covid, vous travaillez sur des personnes qui sont en état de coma et qu'il n'est pas possible de les informer ni d'informer les proches parce qu'ils arrivent à l'hôpital, vous n'entrez pas, dès que vous dérogez à l'obligation d'information, vous n'entrez pas dans une MR. Dès que vous traitez de la donnée identifiante, voire que vous l'adressez, cette donnée directement identifiante, nom, prénom, NIR, à un tiers, par exemple un investigateur coordinateur pour rassembler toutes ces données avant de les envoyer par exemple à un tiers de confiance, vous n'entrez pas dans une MR. Quand vous traitez, il y a aussi des conditions d'exclusion qui tiennent à la nature des données. Quand vous traitez des données très précises, la date de naissance complète, je mets à part les enfants, les jeunes enfants, le code postal, le code commune, des données qui permettraient de réidentifier les personnes, alors vous n'entrez pas dans les méthodologies de référence. La CNIL estime également que d'autres données sensibles, la nationalité, le pays d'origine, les violences, par exemple dans le cadre du confinement, ça on n'entre pas dans les méthodologies. La religion, évidemment, toutes les données très sensibles, les méthodologies de référence, je rappelle, sont des normes qui homologuées par la CNIL et qui concernent les traitements les plus courants de données à des fins de recherche. Donc dès que vous avez quelque chose de pas courant, voire de très sensible, ça n'entre pas dans une MR. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à vous adresser à moi. Et si vous avez un doute, même considérez que ça relève, je pense que c'est du bon sens de considérer que ça relève plutôt d'une demande d'autorisation. S'agissant des données du SNDS, bon, la seule pour la recherche, je dirais, il existe des normes simplifiées, mais je laisserai Valérie en parler probablement, mais pour les données du PMSI seulement et qui ne concernent pas les organismes de recherche. Bon, mais
Il y en a, à mon sens, une qui est applicable dans le figure suivant, c'est la MR004, qui est applicable au non-RIPH, recherche qui n'implique pas la personne humaine. Elle est applicable dans ce seul cas, elle n'est pas applicable. Si vous voulez accéder aux données du SNDS pour faire une étude, même s'il n'y a pas d'appariement, ça ne relève pas aujourd'hui d'une méthodologie de référence. Mais par contre, si vous avez déjà des données du SNDS, que vous êtes un système FIS et que vous souhaitez mettre à disposition ces données au bénéfice le cadre d'un traitement de données personnelles mis à disposition d'un autre organisme, par exemple, vous savez que vous avez en général dans vos cohortes des comités scientifiques qui se prononcent sur la pertinence de cette demande, d'une demande d'extraction d'une cohorte, etc. La méthodologie, enfin, il y a tout un travail scientifique qui est fait pour ne donner accès, évidemment, pour apprécier la pertinence de la demande et ne donner accès qu'aux données strictement pertinentes. Bon, mais dans ce cas-là, s'il y a des données du SNDS, la méthodologie de référence MR004 pourrait, le cas échéant, être applicable, mais je vous invite d'être extrêmement attentif, d'une part, sur le fait de vous assurer que l'organisme tiers qui demande ces données rentre bien dans cette MR et par ailleurs qu'il respecte bien le référentiel de sécurité SNDS puisqu'il n'a pas le droit de recevoir des données du SNDS s'il ne présente pas toutes les garanties dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ayez une vigilance toute particulière quand il s'agit des données du SNDS. Par ailleurs, les MR ne sont pas applicables dès que vous appariez vos données. Vous appariez toujours vos données à partir de données identifiantes, plus ou moins identifiantes, en tout cas on n'entre pas dans une MR. Et c'est encore plus vrai quand les données sont appariées à l'aide du numéro de sécurité sociale. Vous savez que le numéro de sécurité sociale, c'est vraiment une donnée d'une très grande sensibilité auquel la CNIL est extrêmement attentive. Donc, c'est vraiment, ça n'entre absolument pas dans une MR, c'est sûr. Ensuite, pour les traitements du données du SNDS, je crois que je pense avoir été assez claire. Si vous extrayez des données du SNDS, même sans appariement, a priori aujourd'hui il n'y a pas de méthodologie de référence applicable si c'est un lien direct, si vous allez extraire directement dans le SNDS. Bon, on en reparlera si vous le souhaitez. Ensuite, bon, alors les démarches, j'en ai déjà parlé. Je vais quand même un tout petit peu développer. Donc, dans les recherches qui impliquent la personne humaine, vous savez qu'on dépose le dossier auprès de la Commission nationale de recherche impliquant la personne humaine, qui va tirer au sort un comité de protection des zones. Et une fois qu'on est muni de l'avis favorable de ce CPP, alors on dépose le dossier à la CNIL, une demande d'autorisation recherche, et on ne met en œuvre qu'une fois qu'on a son autorisation. Et puis quand la recherche n'implique pas la personne humaine, bien on dépose la demande d'autorisation complète auprès, y compris le formulaire administratif CNIL, auprès de la plateforme des données de santé, c'est ce que vous a expliqué Valérie, et qui va soumettre au CESRES, qui va rendre un avis avant que la plateforme ne transmette à la CNIL. Voilà. Donc, voilà comment ça se passe. Qu'est-ce que j'ai peut-être pu oublier de vous dire sur les études avec vos cohortes et les données du SNDS. Bon, à ma connaissance, donc, je voudrais aussi revenir sur un point. Si vous souhaitez monter une cohorte qui implique d'aller administrer des questionnaires auprès des personnes ou recueillir des éléments biologiques humains et qui par ailleurs prévoit un appariement avec les données du SNDS, d'accord, les deux volets. Bon, eh bien, toute l'étude, dans son ensemble, répondra à la qualification réglementaire de la recherche, ce sera une RIPH. Et donc, c'est le CPP qui se prononcera sur tout ce volet, sur tous les volets de l'étude. Et je dirais même que le Code de la santé publique, qui est applicable à ces recherches, s'appliquera pleinement à toute l'étude. J'attire beaucoup votre attention là-dessus. En revanche, si vous avez déjà constitué votre cohorte et que vous avez administré des questionnaires, mais que dans un nouveau volet de l'étude, vous souhaitez uniquement
apparier vos données avec les données du SNDS, mais il n'y a pas de nouveau questionnaire, il n'y a pas de nouveau, et vous avez déjà vos autorisations et vous voulez juste apparier. À ce moment-là, on va être dans une non-RIPH et c'est la réglementation relative au SNDS et au Code de la santé publique, mais relative au SNDS qui va s'appliquer, mais pas tout le Code de la santé publique relatif au RIPH. Ça a son importance, mais vous me poserez sans doute des questions là-dessus et on y reviendra. Alors, je vais continuer. Voilà. Je voulais aussi vous dire que vous pouvez aussi... donc aujourd'hui, à ma connaissance, à l'INSERM en tout cas, je serais d'ailleurs intéressée de savoir si, à votre connaissance, les CPP se sont déjà prononcés sur des demandes d'appariement avec les données du SNDS et aussi dans le cadre d'une RIPH, où par ailleurs il y a des questionnaires ou des prélèvements biologiques. Mais à ma connaissance, à l'INSERM, c'est quelque chose qui s'est jamais... C'est toujours le CESRES qui s'est prononcé sur la demande d'autorisation de la CNIL. Et d'ailleurs, je voudrais dire aussi, pardonnez-moi, je voudrais dire aussi que on a énormément simplifié la procédure d'autorisation pour les appariements, notamment avec le NIR, en tout cas sur le plan juridique, puisque vous savez qu'auparavant, il fallait un décret en Conseil d'État pris après avis de la CNIL pour pouvoir apparier ces données avec les données du SNDS à l'aide du NIR. Et ça a été une très grande avancée de la loi de modernisation de notre système de santé, notamment de prévoir que désormais c'est une simple autorisation de la CNIL. Et d'ailleurs, j'ai toujours une certaine... l'INSERM, à travers la cohorte HEPATER, l'INSERM ANRS a été le premier organisme qui a pu obtenir une autorisation pour apparier ces données avec les données du SNDS sur le simple base d'une autorisation le 19 juillet 2018. C'était sur la base d'une simple autorisation de la CNIL. Donc, mais à ma connaissance, on sépare toujours en deux pour des raisons d'ailleurs souvent historiques, c'est-à-dire que le traitement est déjà autorisé pour la mise en place de la cohorte, et puis on veut apparier par la suite avec les données du SNDS, mais je serais très intéressée de discuter avec les acteurs qu'on a la chance d'avoir autour de la table sur les échanges qu'ils ont peut-être avec la CNRIPH pour voir si eux-mêmes se sont aussi prononcés sur des dossiers SNDS, et est-ce que ce serait de nature peut-être à retarder l'instruction des demandes parce que les CPP d'abord sont 40 et qu'il n'y a pas comme le CESRES un organisme unique, et est-ce qu'ils ont la compétence et est-ce que vous avez des échanges, tout ça m'intéresserait beaucoup évidemment parce que ça a une incidence directe sur les délais d'obtention des autorisations. Je voulais enfin terminer sur le fait que, évidemment, l'INSERM est extrêmement impliqué dans les études, dans la recherche médicale sur la Covid-19 et certaines d'entre elles peuvent impliquer les données du SNDS et vraiment à cet égard, je voudrais souligner, il y a beaucoup de ces études sont des RIPH et donc sont passées devant le CPP, puis d'autres sont passées devant le HDH et je tiens vraiment à souligner la réactivité de Valérie avec laquelle on a vraiment des liens importants dans le cadre notamment de SAPRIS 1 qui consistait à apparier les données d'un certain nombre de cohortes sous responsabilité INSERM, enfin pas d'apparier mais de permettre d'administrer des questionnaires auprès des personnes pour notamment suivre leur état de santé et comprendre aussi les conséquences du confinement sur cette santé pour essayer de développer des politiques, de produire des connaissances qui vont permettre le développement de politiques adaptées à ces situations. Et vraiment, on a eu un avis du CRS dans des délais très importants et je sais à quel point elle s'est mobilisée pour qu'on puisse le faire. Donc, aussi, je voulais vous dire que
compte tenu du nombre de dossiers INSERM qui sont concernés et des nombreux échanges avec la CNIL, on a mis en place, on a un peu adapté nos méthodes de travail avec les collègues de la CNIL pour mettre en place donc une procédure dédiée, accélérée des dossiers. Voilà, et je voulais vous en parler parce qu'il se peut que des dossiers Covid comportent soit des données du SNDS pur sucre, si je puis dire, soit des appariements avec les données du SNDS. Donc, de ce point de vue, donc comment on a procédé? Bien, le DPO que je suis jouait le rôle de guichet unique CNIL pour les dossiers Covid qui restaient bien sûr soumis soit au promoteur INSERM, donc au PRC ou à la NRS pour les dossiers qui étaient des RIPH et au CPDC pour les études qui impliquaient des données du SNDS qui n'étaient pas des RIPH. Mais j'étais informée d'emblée de ces dossiers et associée très étroitement donc au montage des projets. Alors là, très vite prévenu, c'était très important parce que ça permettait d'annoncer à la CNIL les saisines et le calendrier prévisionnel de saisine et donc à la CNIL de mobiliser ses troupes pour être en mesure d'instruire les dossiers très vite quand ils arriveraient. Et puis l'idée était d'associer, quand le dossier était stratégique, compliqué, multi-acteurs, comportant des données d'une très grande sensibilité, le DPO au montage même du projet. Et c'était vraiment formidable, je dois dire, parce que d'être en lien, c'est toujours un plaisir d'être en lien avec les scientifiques et de finalement poser les bonnes questions pour qu'ils réfléchissent à leur choix stratégique, à leur choix méthodologique et aux données dont ils ont besoin et que l'on puisse écrire ensemble donc des protocoles et des analyses d'impact relatives à la vie privée qui tiennent pleinement compte de leurs besoins et travailler avec eux, leur poser des questions, de comprendre exactement ce que l'on fait. C'est complètement l'esprit du RGPD, c'est intégrer la dimension protection des données au sein même de la construction des projets et c'est vraiment très utile parce que ça évite que les services juridiques, le DAGE ou le DPO interviennent après coup et n'indiquent que là, attention, telle donnée, tel cadre réglementaire, tel choix méthodologique doit être revu parce que c'est un consentement, c'est pas un droit d'opposition. Et puis ça permet aussi de valoriser ultérieurement les données. Donc c'était très important. Donc l'idée c'était d'associer soit le DPO et aussi à l'impréinstruction des dossiers où je mettais en évidence les points d'attention CNIL et en particulier tous les points de non-conformité aux méthodologies de référence qui étaient annoncés d'emblée et justifiés et de sorte que on envoyait donc des dossiers qui étaient préinstruits en interne et surtout on les envoyait, et c'est la procédure accélérée CNIL, avant même que l'on dispose des avis des comités compétents, donc notamment du CPP ou du CESTRES, donc avant, ce qui permet de faire une pré-instruction du dossier, des réunions le cas échéant sur les dossiers, de sorte que quand on reçoit l'avis, on l'envoie, je parle surtout là des RIPH parce que c'est pas nous qui envoyons les avis pour les non-RIPH, mais on envoyait l'avis et le formulaire administratif CNIL et du coup on a des autorisations qui sont tombées en 2-3 jours au lieu de sur des dossiers très complexes comme Epicov ou Sapris, parce que Sapris a eu plusieurs étapes dont certaines impliquaient la personne humaine. Et du coup, au lieu de 2 mois renouvelables, donc c'était quelque chose qui a très très bien fonctionné et sur lequel on a envie de capitaliser. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons fait notamment dans le cadre de l'enquête nationale périnatale qui, vous vous en souvenez peut-être, avait posé beaucoup de problèmes en 2016 et pour laquelle on ne travaille pas sur les mineurs depuis plus de 10 ans. Et là, on a eu notre autorisation en 2 mois et demi sur ce dossier très complexe. Et les mineurs, je vous l'annonce, seront inclus dans le nouveau volet de la nouvelle enquête nationale périnatale 2020.